Preuve de la réincarnation. En principe, l'oubli des existences antérieures est une des conséquences de la réincarnation. Toutefois, cet oubli n'est pas absolu. Chez beaucoup de personnes, le passé se retrouve sous la forme d'impressions, sinon de souvenirs précis. Ces impressions influencent parfois nos actes. Ce sont celles qui ne proviennent ni de l'éducation, ni du milieu, ni de l'hérédité. Dans le nombre, on peut classer les sympathies et les antipathies soudaines, les intuitions rapides, les idées innées. Il suffit de descendre en nous-mêmes, de nous étudier avec attention pour retrouver dans nos goûts, nos tendances, dans les traits de notre caractère, de nombreux vestiges de ce passé. Malheureusement, trop peu parmi nous se livrent à cet examen d'une façon méthodique et attentive. Il y a plus. On peut citer, à toutes les époques de l'histoire, un certain nombre d'hommes qui, grâce à des dispositions exceptionnelles de leur organisme psychique, ont conservé des souvenirs de leur vie passée. Pour eux, la pluralité des existences n'est pas une théorie, c'est un fait directement perçu. C'est un fait bien connu que Pythagore se rappelait au moins 3 de ces existences et les noms qu'il portait dans chacune d'elles. Il déclarait avoir été Hermotime, Euphorbe et l'un des Argonautes. Julien, dit l'apostat, tant calomnié par les chrétiens, mais qui fut en réalité une des grandes figures de l'histoire romaine, se rappelait avoir été Alexandre de Macédoine. Empédocle affirmait que, quant à lui, il se souvenait même d'avoir été successivement garçon et fille. Au Moyen Âge, nous retrouvons cette faculté chez Jérôme Cardan. Parmi les modernes, Lamartine déclare, dans son voyage en Orient, avoir eu des réminiscences très nettes d'un passé lointain. Aux réminiscences d'hommes, illustres pour la plupart, il faut ajouter celles d'un grand nombre d'enfants. Ici, le phénomène s'explique aisément. L'adaptation des sens psychiques à l'organisme matériel à partir de la naissance s'opère lentement et graduellement. Elle n'est complète que vers la 7e année, plus tard encore chez certains individus. Jusqu'à cette époque, l'esprit de l'enfant, flottant autour de son enveloppe, vit encore dans une certaine mesure de la vie de l'espace. Il jouit de perceptions, de visions qui impressionnent parfois de lueurs fugitives le cerveau physique. C'est ainsi qu'on a pu recueillir de certaines bouches juvéniles des allusions à des vies antérieures, des descriptions de scènes et de personnages n'ayant aucun rapport avec la vie actuelle de ces jeunes êtres. Ces visions, ces réminiscences s'évanouissent généralement vers l'âge adulte, lorsque l'âme de l'enfant est entrée en pleine possession de ses organes terrestres. Alors, c'est en vain qu'on l'interroge sur ses souvenirs fugaces. Toute transmission des vibrations périspritales a cessé. La conscience profonde est devenue muette. Cependant, en dépit des difficultés matérielles, on voit se produire chez certains êtres, dès l'âge le plus tendre, des facultés tellement supérieures et sans aucun rapport avec celles de leurs ascendants qu'on ne peut, malgré toutes les subtilités de la casuistique matérialiste, les rattacher à aucune cause immédiate et connue. On a souvent cité le cas de Mozart, exécutant une sonate sur le piano à 4 ans et à 8 ans composant un opéra. Paganini et Teresa Milanollo, tout enfant, jouaient du violon de façon merveilleuse. Liszt, Beethoven, Rubinstein se faisaient applaudir à 10 ans. Michel-Ange, Salvatore Rosa se révélèrent tout à coup avec des talents improvisés. Pascal, à 12 ans, découvrit la géométrie plane et Rembrandt,
avant de savoir lire, dessinait comme un grand maître. Henri de Heineken, né à Lübeck en 1721, parla presque en naissant. À 2 ans, il savait 3 langues. Il apprit à écrire en quelques jours et s'exerça bientôt à prononcer de petits discours. À 2 ans et demi, il subit un examen sur la géographie et l'histoire ancienne et moderne. Il ne vivait que du lait de sa nourrice. On voulut le sevrer, il dépérit et s'éteignit à Lübeck le 27 juin 1725. Dans le cours de sa 5e année, en affirmant ses espérances en l'autre vie. Il était, disent les mémoires de Trévoux, délicat, infirme, souvent malade. Ce jeune phénomène eut la pleine conscience de sa fin prochaine. Il en parlait avec une sérénité au moins aussi admirable que sa science prématurée. Et il voulut consoler ses parents en leur adressant des encouragements tirés de leur commune croyance. Le professeur Jan Stevenson, directeur du département de psychologie de l'université de Charlottesville, État de Virginie, a relevé plus de 1600 cas de régression dans les vies antérieures. Les 20 plus frappants d'entre eux ont été rapportés dans son ouvrage « 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation ». La possibilité de réveiller dans la conscience d'un sujet entrancé les souvenirs antérieurs à la naissance fut signalée pour la première fois au Congrès Spirit de Paris en 1900. Le colonel du génie, Alfred de Rochas, ancien administrateur de l'école polytechnique, s'est beaucoup occupé de ce genre d'expérimentation. Voir son livre « Les vies successives ». À noter, on peut citer comme preuve de la réincarnation les réminiscences et les souvenirs, les reconstitutions des vies antérieures sous hypnose, les facultés incroyables des petits génies. Pour en savoir plus, la réincarnation de Gabriel Delanne, chapitre 13, vue d'ensemble des arguments qui militent en faveur de la réincarnation. Le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis, 2e partie, chapitre 14, les vies successives, preuve expérimentale, rénovation de la mémoire. Le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis, 2e partie, chapitre 15, les vies successives, les enfants prodiges et l'hérédité. Spiritualisme vers la lumière, de Louis Céré. Vivons-nous plus d'une vie? Page 106. Les cathares et la réincarnation, du docteur Guerdam. 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation, de Jan Stevenson. Les vies successives, d'Alfred de Rochas.